On a effectivement ce matin parlé beaucoup des jeunes et la Société française de médecine d'urgence, vous savez probablement, a investi largement dans les jeunes cette année avec la création d'une commission jeune, avec une journée, la journée du vendredi, qui est majoritairement dédiée aux jeunes. Alors, il y a une émulation des jeunes absolument fantastique et c'est vrai que si on veut moderniser notre système de soins et la médecine d'urgence, eh ben, il faut laisser cette place, cette part belle aux urgentistes, et aux jeunes urgentistes. Mais ça ne veut pas dire forcément oublier les anciens. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la médecine d'urgence, et Karim vous l'a dit, on peut être fier. On peut être fier de cette évolution. On est une des spécialités qui a énormément évolué en 10 ans. Et on peut être fier du dynamisme d'enseignement, de cette évolution, le chemin parcouru, de l'implication des doyens pour obtenir cette nouvelle spécialité. Mais on peut aussi être fier quand on regarde le dynamisme d'enseignement et surtout de recherche, le niveau de publication de notre spécialité. Clairement, on n'a pas à rougir de ce qui est fait et de ce qu'on est en train de faire. Alors, on a parlé de modernisation, et cette modernisation, elle passe aussi par des liens avec les autres spécialités, et notamment dans cette relation entre le soin urgent et le soin non programmé. Le député Meignet a remis son rapport, et même s'il y a une voix dissonante, il faut savoir qu'une grosse majorité des urgentistes sont en accord avec une grosse partie de ce rapport de Thomas Meignet, et notamment dans l'articulation pour soins programmés, soins non programmés, que ce soit le collège, la collégiale, le doyen, SUDF, SFMU. Il y a beaucoup de choses dans ce rapport qui sont issues des auditions qu'on a eues avec lui et qui portent un certain nombre de nos valeurs. Voilà, je vais finir là-dessus et passer la main aux questions. Merci. Allez, Mathias. J'ai l'habitude avec Agnès, elle ne me laisse jamais parler. Il marche pas. Si, il marche. Ouais. Alors, moi j'ai une question à vous poser. C'était super, sincèrement. J'ai envie de faire de la médecine d'urgence. Il y a juste un truc, c'est que depuis des années, on a formé donc des CAMU, CMU, puis on est passé au desk que nous, en tout cas en région parisienne, en dehors du périphérique, on voit pas. On les voit pas. Ils se réfugient, on ne sait pas où ils vont en réa. On fait face quand même, que ce soit en région parisienne ou en France entière, à une concurrence au niveau financier qui est celle soit du privé, soit de l'intérim, mais on a aussi une concurrence avec la réanimation qui nous pique tous les desks qui ne sont pas allés dans le privé. On a aussi un problème d'attractivité. Moi, j'ai entendu un petit peu parler de polyvalence, mais je suis désolé, on a énormément encore de problèmes de polyvalence avec des médecins, et c'est Karim qui l'a dit, qui se réfugient en SAMU-SMUR, qui se réfugient en SAMU-SMUR. On a beaucoup de représentants, de nos représentants syndicaux qui sont des smuristes purs, qui n'ont pas foutu les pieds aux urgences depuis des années. Moi, ça me gave d'entendre ces gens-là parler à ma place. Et on n'arrive pas à recruter. Actuellement, moi, mes recrutements, ils se font essentiellement par Skype. Alors, Dieu merci, la Tunisie fournit des bons médecins. Mais j'ai un peu l'impression, et je le dis, d'être comme ces gens dans les années 60 qui allaient chercher des gens au Maghreb pour faire soit éboueur, soit aller travailler chez Peugeot, parce que les Français veulent pas le faire. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette ça sur la table, qu'à un moment, on dise que ce qu'on fait, c'est plus difficile, qu'il faut payer les gens et qu'on devienne attractif. Parce que là, de toute façon, on l'est pas. Les gens disent c'est la mine. Nos amis des SAMU-SMUR, et je pèse mes mots, là maintenant on est entre nous, donc je peux parler pour une fois. Nos amis des SAMU-SMUR nous dénigrent en permanence, tout en pleurant sur nous, mais ne viennent pas nous aider. Et je trouve qu'on a un problème, et que ce problème-là, vous n'en avez pas parlé. Merci Mathias. Mathias, les gens vont te répondre quand même. Voilà. Vas-y, allez, Karim, vas-y. Mathias, bon, tout le monde m'entend ? Ouais. C'est un vrai sujet, mais attention, on ne peut pas exclure. C'est-à-dire que la fusion et la polyvalence entre SAMU et SO, pour les jeunes, c'est une évidence. On a un problème de modèle à faire évoluer. Et pour les plus anciens, je te rappelle qu'une rente, alors je ne vais pas dire de situation, mais ça s'éteint ou ça se rachète. Donc on ne peut pas porter l'anathème. Et puis dans le SAMU, il y a SMUR et régule. Et objectivement, personne ne peut estimer qu'en régulation, les collègues sont protégés. Donc du coup, il ne faut surtout pas porter l'anathème. Il faut dire qu'il y a deux endroits qui sont très compliqués où on ne gère pas les flux. Le SMUR un peu moins. Et pour moi, le pire, c'est la régule, c'est pas les urgences. Parce qu'on régule quand tu as raccroché, c'est fini.
Et on voit ce qui se passe. Donc, pour les jeunes, c'est plus un sujet. Et il faut qu'on fasse intelligemment pour ne pas provoquer de fractures entre nous. Enfin, sur la SUDF, c'est SAMU Urgences de France. La MUF parle tant du pro-hospitalier que de l'intra. Donc je trouve que dans nos représentants, il y a une approche qui est, sinon duale, du moins partagée. C'est ce que tu trouves, moi, Mathias, si je comprends bien, dans ton discours véhément, comme d'habitude, on a bien fait de se battre pour une spécialité qui comprenait la réunion de ces deux composantes. J'incite à relire le référentiel métier qui disait clairement qu'un urgentiste, il doit savoir faire la médecine, la chirurgie, l'enfant, l'adulte, le préhospitalier, l'hospitalier. Dans le préhospitalier, il y a aussi la régulation. Et qu'on a bien fait de se battre pour avoir un nombre d'internes, probablement pas suffisant, mais sûrement pas de la taille où certains, au niveau national ou régional, pouvaient estimer qu'on devait le faire. Alors, qu'il reste des problèmes, ok. Maintenant, tu as parlé du desk. Je te rappelle que le desk, c'est une année pendant l'internat qui est un internat de médecine générale, que les coordonnateurs de médecine générale, partout en France, se sont opposés à ce qu'il y ait des stages dans les camions. C'est comme ça qu'ils appellent le SMUR. Que le stage, ensuite, en post-internat, il se fait souvent dans un seul endroit et que ce n'est pas forcément la bonne façon de former des internes. C'est pour ça qu'on a fait maintenant le DES, où ils vont passer dans l'ensemble des structures pendant leur stage d'internat. C'est une modification importante. Et quand je dis qu'ils seront mieux formés, oui, y compris par rapport au desk, que l'on a contraint, par exemple, à aller faire un stage chez le médecin généraliste, qui est sûrement extraordinairement important sur le plan pédagogique pour un futur généraliste, dont je peux douter qu'il soit pertinent par rapport au stage dont on aurait eu besoin pour la formation d'un urgentiste. Et ce n'est pas dénigrer la médecine générale que de le faire. Non, mais ma question n'était pas tant sur la formation des desks que sur leur fuite, en fait. On a eu énormément de fuites des desks pour plein de raisons différentes qu'on connaît tous ici, mais en pratique, tous ces desks qu'on a vu passer dans les services, soit ils finissent en CHU, en intramuros. Je ne suis pas sûr que ça soit du CHU, parce que Olivier, qui est là, Ganancia, qui est à Saint-Jean, a moins de problèmes de recrutement que Mondor, par exemple, qui est à la paix. Mais on a ce problème-là de desk que finalement on voit passer dans nos services. Et je crois que je me fais un peu... là, je parle pour un peu tout le monde. Là. On les voit passer dans nos services et ils disparaissent. Et ils disparaissent en partie. Alors, tu l'as dit, il y a l'attractivité de la région parisienne, mais ils disparaissent pour la médecine d'urgence. Soit ils retournent en médecine générale. Je rappelle quand même, 30 heures, pas dans un cabinet, mais dans un centre de santé de médecine générale, c'est 4 000 € par mois avec des horaires de bureau. Soit ils disparaissent dans des réas, où c'est dur la réa parce qu'il y a des gardes, mais on sait très bien qu'on finit pas une garde de réa dans le même état qu'on finit une garde une garde de SMUR, que dans le même état qu'on finit soit en régule, soit dans un service d'urgence avec mal aux jambes et tout ça. Et donc tous ces desks sont partis. Je ne sais pas ce qui adviendra des desks, mais je dois avouer que moi, c'est quand même une angoisse, parce que des desks, on en a formé pendant, ça fait une dizaine d'années maintenant, et que finalement, on en a une faible partie qui est arrivée jusqu'à nous, notamment dès que tu franchis le périphérique. Je comprends bien qu'on a un problème d'attractivité, ça a été souligné par moi et par Karim. Maintenant, quand je me regarde, je déplore, quand je me compare, je me console. Regardez juste l'attractivité aujourd'hui de la médecine générale, qui est un problème national. On forme des cargaisons de généralistes qui ne vont pas exercer la médecine générale, qui ne vont pas s'installer. C'est un vrai problème et il est sans commune mesure, à part que là, il n'y a pas de chef de service comme toi pour se plaindre de ne pas recruter. Il n'y a pas de généraliste. Et finalement, qui en a la conséquence? Aussi les services d'urgence. Donc il y a un vrai problème d'attractivité, il faut le prendre en compte. Deux réflexions. La première concerne la mutualisation entre les différents types de structures d'urgence. Je crois quand même qu'on a énormément progressé par rapport à la situation d'il y a 20 ans. On n'est pas à une mutualisation complète. Moi, je dois dire que dans la plupart des services aujourd'hui, les jeunes font des deux. Bon. Et c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, y compris certains chefs de service, Mathias. Ils font maintenant les deux. Donc ça, c'est... Mais c'est une évolution. Non, mais c'est une évolution. C'est une évolution... C'est une évolution forte et qui va se poursuivre. Donc je ne suis pas si pessimiste sur ce côté-là. Le deuxième point, c'est un point
qui a été souligné par deux des orateurs, c'est l'attractivité du métier au sens conditions de travail. Et un élément très très important d'observation que tu peux faire, c'est dans quel pays la médecine d'urgence, qui globalement a le même corpus d'enseignement dans tous les pays, hein, on enseigne la médecine d'urgence à peu près de la même façon partout, dans certains pays, elle est choisie en premier, comme l'ophtalmo de tout à l'heure, et dans certains pays, elle est choisie en dernier. Pire que la médecine générale. Elle est choisie en premier aux États-Unis parce qu'ils sont super bien payés. Quelle est la différence? Il n'arrête pas de citer Annals of Emergency Medicine. Si vous le lisez, alors il ne faut pas le lire sur Internet, il faut le lire en papier, peut-être sur Internet quand même, je vous conseille d'aller voir les annonces. Et là, vous pleurez. Je pense de fait que ça passe par les conditions dans lesquelles elle s'exerce et que c'est ça un des défis majeurs des années à venir. Voilà. Et la reconnaissance des urgentistes au sein de l'hôpital et la place que l'on a dans les liens qu'il y a avec les autres spécialités est importante aussi dans la qualité de vie au travail. Vas-y. Oui, donc moi je suis le syndicaliste de service, donc je vais être un petit peu plus clivant. J'ai bien apprécié l'intervention de Karim qui pose des problèmes, mais sauf qu'on a besoin de solutions. Par contre, j'ai été très déçu, il est parti par l'intervention du directeur général de l'ARS, qui est un petit peu dans le déni de la situation actuelle, qui est quand même très tendue, si ce n'est dans un certain nombre d'endroits, à la limite de la catastrophe. Et il y a quand même une question. Si on ne traite pas et organisation et moyens, or aujourd'hui, il y a un problème de moyens. C'est-à-dire quand on pose la question des moyens aux autorités, il n'y a pas de moyens. Si effectivement, il y avait du personnel dans les EHPAD, 8 personnes âgées sur 10 pourraient rester dans son EHPAD et pas venir mourir sur un brancard aux urgences comme ça a été le cas à Tours. Donc il arrive un moment donné, il faut bien voir que les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. C'est-à-dire que la médecine de ville, aujourd'hui, est dans une situation sinistrée. L'hôpital ne s'est pas adapté à l'évolution de la population. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de lits de médecine polyvalente. Il faut arrêter cette segmentation avec les spécialités, hein, un étage, une spécialité, et je veux voir que le beau malade. Ça ne correspond plus aux besoins. Et la plus forte pénibilité aujourd'hui, c'est quoi pour les urgentistes? C'est la recherche de lits. Et pour répondre à Mathias, puisqu'on est dans le même département, aujourd'hui, dans mon hôpital, les gens, ce n'est pas les urgences qui refusent de prendre comme poste, c'est la régulation. La charge psychologique est énorme en régulation aujourd'hui. Et puis pour Bruno Rioux, qu'on soit encore à étudier les besoins, ça pose problème. Parce qu'il faut prendre en compte, et ça fait des années qu'on le dit, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est la force de travail disponible. Et l'évolution sociologique fait que la force de travail disponible n'est pas celle des médecins d'il y a 30 ans à l'unité près. Et oui, donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, parce qu'on a une féminisation de la profession, prennent des temps partiels contraints. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même sur les femmes qu'on repose les charges de famille. Donc on n'a pas la même force de travail. Et les conditions de travail dans lesquelles, effectivement, aujourd'hui on exerce, font qu'il y a une fuite, des collègues, vers d'autres activités ou vers des activités partagées. Et il y a un problème que pose le DES, comme tous les DES, c'est le fait qu'on ait mis aujourd'hui un fonctionnement en tuyau d'orgue, où on est dans une spécialité entre 25 et 30 ans, et c'est très difficile aujourd'hui de changer de spécialité en cours de carrière. Or aujourd'hui, des jeunes collègues de 35 ans dans mon service, parce qu'ils ont la qualification de médecine générale, ils travaillent à mi-temps dans un cabinet de groupe en ville et aux urgences. Et c'est ça l'avenir du métier. Donc si on ne se pose pas le problème dans le contexte général où il y a besoin à la fois de se préoccuper de ce qu'on met en place en ville pour qu'il y ait effectivement des centres de santé, comme le disait Karim, aujourd'hui, si on n'a pas, quand on va voir son médecin, la possibilité d'avoir la prise de sang, parce qu'il travaille avec une infirmière en sortant du cabinet, et d'avoir une radio, on viendra aux urgences. Parce que même si on attend 6 heures aux urgences, eh bien effectivement, il y a tout sur place. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et à l'hôpital, puisque là, la médecine de ville, il y a des collègues en ville qui ont leurs revendications et qui essayent de faire évoluer le système. Mais à l'hôpital, regardons un petit peu notre nombril. Aujourd'hui,
il faut plus de lits de médecine polyvalente. Et ça, c'est pas l'évolution. Il y a quelques endroits où les choses se font, mais la pénibilité qui est de rechercher des lits, ça pose problème. Et au niveau syndical, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut être clair, le médecin prescrit, si au bout d'une heure, il n'y a pas un lit, il faut qu'il note dans le dossier qu'il y a une perte de chance pour le patient. Et ça, c'est de la responsabilité de l'administration de mettre en œuvre l'hospitalisation et pas au médecin de passer son temps à chercher des lits, plutôt d'examiner les patients et de prendre des décisions pour effectivement que ces patients soient traités correctement et humainement. Merci. Je vais faire un petit rectificatif quand même. Il y a autant d'hommes qui prennent leur mercredi que des femmes à l'heure actuelle. Et la modernité maintenant, c'est que l'homme participe autant que la femme. Merci mesdames. Juste un petit commentaire sur les besoins, puisque c'était le centre de mon intervention tout à l'heure. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vais juste faire une petite remarque, là encore, sur de l'historique. J'ai le souvenir, il y a 4-5 ans, c'est peut-être plus maintenant, d'avoir, avec Pierre Carly, le président du CNUH, demandé régulièrement à la DGOS, au ministère, de faire cette évaluation, modélisation des besoins. Malheureusement, d'une année sur l'autre, les organisations de la médecine d'urgence sont occupées à plein d'autres choses, d'autres urgences, qui fait qu'ils n'ont pas fait le boulot à la place du ministère. J'aimerais bien que le ministère et sa DGOS fassent le travail. Et d'ailleurs, pas seulement pour la médecine d'urgence, mais peut-être sur beaucoup d'autres spécialités. Pour l'instant, cette modélisation qui est, à mon avis, assez simple à faire, on l'attend toujours. Après, on peut l'adapter, hein, en fonction effectivement du fait que l'organisation des services d'urgence et sa musmure bouge, etc. C'est assez simple de changer les paramètres de modélisation d'une année sur l'autre. Je l'attends toujours. Pierre aussi. Ouais, je peux dire un mot. En fait, Christophe, tu me plais, tu es toujours Monsieur Plus. Je pense qu'en ce moment, notre problématique, c'est déjà de faire avec ce qu'on a différemment. Je ne suis pas sûr qu'on ait un problème de lit. On a certainement un problème de qualification des lits, et là, je te rejoins. C'est en train d'évoluer. Ça, c'est en train d'évoluer comme dans l'hôpital. Tu as de plus en plus d'hôpitaux qui ont compris, les internistes d'ailleurs l'ont bien compris, qu'il va falloir réaffecter des lits. Donc moi, je préfère, pour les lits, parler de qualification des lits. Après, sur les femmes, on t'a langue à fourcher, je sais que tu ne penses pas ça. Elles sont souvent mieux organisées que les hommes, hein, tu le sais. Et que la charge de travail est beaucoup plus importante et qu'elles sont, de mon point de vue, moi, plus efficaces. C'est un autre sujet. Je pense qu'on a de la chance d'avoir les femmes qui féminisent la profession, qui vont nous obliger à penser différemment. Et troisièmement, la Bruno a raison, on a un vrai problème il faut qu'on fasse un peu de science sur cette affaire. On ne peut pas avoir une approche purement syndicale, plutôt plus. Il faut qu'on réfléchisse au rôle du médecin, à ce qui ne relève pas du médecin qu'on peut déléguer, à une approche par ratio. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de demander plus. Je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse différemment. Et en particulier pour la qualification des lits. Mais je sais que tu le sais. En matière d'appel, évidemment, le problème majeur de nos structures d'urgence, et notamment des SAU, moi aussi, je pense qu'il vaut mieux réfléchir en termes de fluidité de lit qu'en nombre de lits. La fluidité de lit, c'est qu'un malade qui a un Korsakoff, qui a plus de problème médical immédiat, aigu, ne reste pas dans un service de médecine interne plusieurs mois, comme on l'observe aujourd'hui. Donc c'est un problème de fluidité de lit, que les malades sortent plus rapidement, plutôt que de faire un lit supplémentaire de médecine interne pour garder ce Korsakoff plusieurs années. On demande qu'on arrête de diminuer le nombre de lits. Eh ben, je crois qu'il faut demander... Parce qu'aujourd'hui, moi dans mon hôpital, à l'assistance publique, aujourd'hui, c'est 55 postes de personnel non médical en moins et 8 postes de médecins, plan d'économie de la paix. Donc la réalité quand même, Monsieur Devis n'est plus là, c'est quand même celle-là, c'est que les lits de chirurgie, comme l'a dit, vous voyez, je cite la Fédération hospitalière de France et son président, Monsieur Valtou, qui a dit on peut déqualifier des lits de chirurgie, puisqu'on fait de l'ambulatoire, mais il faut garder notre potentiel de lit et les transformer en lit de médecine. C'est pas ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. On diminue la voilure et on est en permanence sous tension. Donc on ne demande pas plus de lits, mais au moins qu'on nous maintienne l'existant. Vous voyez, je suis raisonnable en tant que syndicaliste. Eh bien moi je demande plus de fluidité dans les lits et que les malades qui n'ont plus rien à faire dans nos lits d'aigus aillent dans d'autres structures. Allez, question. Ils ne peuvent pas aller dans les EHPAD où on les envoie, on les renvoie précocement et c'est des malades boomerangs parce qu'on les envoie dans des EHPAD où il n'y a pas le personnel pour s'en occuper et on retourne dans les EHPAD pour les ramener aux urgences. Donc il y a bien quand même un problème de moyens parce que la revendication sur les EHPAD, je veux dire parce que ça nous concerne quand même le flux de patients qui arrivent venant des EHPAD. Quand on a demandé simplement
de rejoindre le taux d'encadrement de pays étrangers auxquels on se compare souvent, de pays européens, on a un tel retard dans les EHPAD en termes de personnel et de médicalisation qu'il faut créer 200 000 emplois. Quand on voit Mme Buzyn, elle nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Si on ne crée pas les emplois dans les EHPAD, on continuera à avoir le flux de patients qui viennent et qui sont traités de manière inhumaine dans nos services d'urgence. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Je vois que tu dis la même chose que moi. Il faut favoriser le départ des malades aux EHPAD plutôt que de les garder dans nos structures de MCO. Vas-y. Alors, on va passer la parole aux collègues de Fontainebleau. Oui. Bonjour, Lassane Faudy, je suis à Fontainebleau. Moi, j'ai plus des observations que des questions. En fait, sur la maquette, la nouvelle maquette du DES. Alors, j'ai vu passer que sur la formation, il y a 50% de CHU et 50% du coup de CHG. Sur cette formation, bon, c'est pas une surprise. Hein. Le recrutement est un peu compliqué pour tout le monde en médecine d'urgence. Probablement pour tout ce que vous avez dit, y compris la pénibilité et la reconnaissance du métier au sein de l'hôpital et des autres spécialistes. Pour ce qui est du recrutement, en tout cas, c'est vrai que les jeunes, c'est l'avenir. Hein. La plupart des recrutements se font par les internes de dernier semestre qui sont recrutés. Sur la maquette en question, l'obligation de passer par un SMUR qui fait des urgences SMUR a été exclue en obligation de stage. C'est passé en stage libre. Que du coup, ce recrutement qui se fait sur les derniers semestres se fait via urgence ou SAMU-SMUR. Et du coup, ça enlève la possibilité aux urgences SMUR de pouvoir avoir des internes de dernier semestre. De toute façon, il y a bien entendu un problème à régler puisque les SAMU-SMUR ne sont pas en nombre suffisant pour accueillir les 86 internes du coup, qui vont être formés. Et il y aura nécessairement besoin de faire des partenariats territoriaux sur ces derniers semestres-là. Et pour le coup, alors Karim Tazarov, qui était en Seine-et-Marne il n'y a pas très longtemps, avait déjà eu cette vision un peu visionnaire de partager les praticiens et les objectifs. Mais sur le coup, s'il y a du partage d'internes de dernier semestre, on risque d'être un peu en concurrence plutôt qu'en partenariat sur ces recrutements-là. Alors, d'abord, ça concerne essentiellement donc la dernière année qui va être à construire. Cette dernière année, quand on parle de SAMU et SAU, c'est aussi pour souligner qu'à un moment ou un autre, dans tout le cursus, alors ça peut être avant, il y a au moins 3 mois de régulation médicale. D'accord ? Après, comment ça s'organise ? Comment s'organisent les 2-6 mois ? Est-ce que c'est dans la même structure qui a l'ensemble ou dans plusieurs structures ? Le coordonnateur va devoir être assez souple et inventif, et vous allez devoir tous travailler pour avoir un seul objectif, c'est permettre effectivement la formation dans la dernière année d'approfondissement qui soit correcte. Ça ne veut pas dire qu'on va léser des structures qui seraient juste urgence mûre. Par contre, la structure elle-même, ce n'est pas la priorité. Il faut que dans l'année, il y ait au moins 3 mois de SAMU, de régulation. Donc c'est ça qui va devoir être organisé pour la dernière année. Il est hors de question qu'on forme demain un urgentiste qui n'ait aucune expérience de régulation médicale. C'est juste ça le message. Après, comment s'organisent les gens ? Il va falloir s'organiser effectivement pour ça. Mais tu confirmes que les 3 mois de régulation, ils peuvent être faits dans la phase 2 dans le stage et pas libre, forcément dans la phase 3. Bien Parce sûr. que mettre en autonomie supervisée, en régulation, et le coordonnateur oui, mais il y a un moment où, encore une fois, la dernière année, c'est une mise en responsabilité progressive. C'est-à-dire qu'au départ de la première année d'approfondissement, l'interne, entre guillemets, il ne peut pas être autonome, et à la fin, l'avant-dernier jour, il est quasiment autonome, puisque le lendemain, il va être senior et complètement autonome. Donc c'est une progressivité. Et encore une fois, les 3 mois de régulation médicale, elles doivent être dans le cursus. À un moment ou un autre, ça peut être dans le stage libre aussi. Hein. Rien n'empêche, dans le stage libre, soit d'aller faire, je ne sais pas, j'apprends l'échographie chez les radiologues, je veux faire de la gériatrie parce que j'ai fait de la médecine polyvalente uniquement pendant ma phase socle, ou je retourne dans un SAU, un SAMU, un SMUR, c'est liberté, hein, ou je pars à l'étranger pour faire 6 mois d'interchu en province ou d'interchu à l'étranger. Bon, bah merci beaucoup. On va 2 dernières questions, et puis après, on passe à une synthèse par Monsieur Jaffre, et on fait une petite pause. Vas-y. Bonjour Nicolas. Nicolas Péchanski, voisin normand de l'Île-de-France. Merci pour vos interventions. Je voulais un peu m'inscrire, et je suis désolé Christophe, en faux de ton analyse sur le métier d'urgentiste. Moi je suis très fier que le DES arrive, et ma plus grande fierté serait que la première génération de DES arrive à la retraite urgentiste.
Et j'en veux pour preuve une annexe de la loi EMTALA aux États-Unis en 1984 qui donnait l'accès à tout citoyen américain aux urgences, où dedans, il y avait marqué que la pénibilité du métier faisait que les urgentistes, à partir de leur 51e année révolue, pouvaient demander à toute structure privée ou publique de réduire leur activité pénible de nuit ou de week-end. Et je pense qu'à un moment, il va falloir réfléchir dans notre métier, dans notre filière, que ça soit sur le versant académique, pratique clinique, etc., à avoir ce fameux compte pénibilité inscrit un peu dans la structure même de notre métier, pour que tout simplement on puisse partir à 70 ans heureux d'avoir été urgentiste toute notre carrière. Merci. Et ma question, c'est quelle solution vous envisagez là-dessus? Pour moi, c'est le rôle des sociétés professionnelles, des représentations professionnelles. C'est sur des thèmes comme ça qu'elles doivent se battre. Oui, juste un mot, parce qu'il y avait eu de l'émotion dans la salle sur le fait que je disais que les gens n'avaient pas été bien formés. Il faut différencier formation et compétence. On peut avoir été très mal formé et être très compétent. C'est deux choses différentes. Et j'ai été mal formé comme anesthésiste réanimateur, ma première spécialité. J'ai eu le diplôme parce que j'avais fait 3 semestres dans des stages d'anesthésie-réanimation. Avant, j'ai été pneumologue, parce que j'avais fait 3 semestres dans un service de pneumologie. Bon, ça laisse rêveur quand même. Ça, c'était le passé, les années 80. Donc, moi-même, j'ai été mal formé. On n'a pas vérifié si je savais faire des blocs complexes en anesthésie loco-régionale. Je ne les ai jamais appris. C'est pareil pour la médecine d'urgence. Bon, merci. Monsieur Jaffre, une petite pierre. Non, le point qui a été évoqué tout à l'heure, le sujet de la régulation et sur l'aspect de la dernière année de l'internat, il est majeur. Il est en cours de réalisation, mais n'oubliez pas que c'est pour dans 2 ans en fait. Donc on est en train de monter quelque chose qui permettra à tout le monde d'avoir une véritable expérience de régulation, une formation d'abord en double, un lâcher progressif, puisque l'objectif est de senioriser les gens. Mais attention, ça va nécessiter un travail collectif départemental pour l'instant, parce que nos structures sont départementales. Donc on est en train d'envisager les possibilités qu'il y a d'avoir une protocolisation pour l'échange de l'interne, qui viendrait par exemple effectuer une partie de son travail en demi-garde, en plus de son activité, tout au long de son semestre. Tout ceci est en cours de discussion. Donc comme vous l'a dit Bruno, ça se construit maintenant. Donc on ne va pas vous donner le dispositif final, mais par contre, ça permettra à tout le monde, et surtout dans la région Île-de-France, où nous avons les moyens de le faire, d'avoir une véritable formation à la régulation. Ça ne vous a pas échappé, c'était un enjeu majeur. Monsieur Jaffre. Merci professeur. Donc, quand on a organisé ces assises, l'objectif c'était effectivement que les orateurs brillants qu'on a déjà eu sur cette première table ronde s'expriment et évoquent tous les sujets, mais c'est surtout qu'on en sorte aussi des pistes d'action, des solutions, parce qu'il faut qu'on fasse du concret. C'est-à-dire les assises, c'est bien, mais quand vous allez tous retourner dans vos services, etc., le monde n'aura pas changé. Voilà. Or, l'idée, c'est de vous accompagner, et comme vient de le dire le professeur Carly, dans notre région Île-de-France, on a les moyens de prendre des initiatives, de proposer des choses, d'expérimenter. Et tout ce qui a été dit ce matin montre bien qu'on a un sujet qui, globalement, est celui des ressources humaines. Alors, propre aux urgences, mais vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas propre à cette spécialité. Le doyen Rioux l'a dit, on a d'énormes problèmes d'attractivité, de répartition de nos docteurs, de fuite de nos docteurs, etc., etc. Et quand je dis les docteurs, ce n'est pas que les docteurs. Parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, docteur Prudhomme, peut-être qu'il faut des moyens en plus dans les EHPAD, encore faut-il trouver les professionnels. Et vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, qu'un grand nombre de postes d'aides-soignants et d'infirmières ne sont pas occupés dans nos EHPAD. Ce n'est pas faute de moyens financiers, c'est qu'il n'y a pas les femmes et les hommes pour occuper ces postes. Donc faisons attention à ce que nous disions. Nous avons un problème RH. Vous savez que dans le cadre du projet régional de santé, qui est en cours de concertation, nous allons élaborer avec vous, parce que ça doit être une démarche collective, un schéma régional des ressources humaines en santé en Île-de-France, qui va devoir aborder toutes les questions, aussi bien la formation, l'attractivité, l'exercice professionnel, mais pour toutes les professions, les conditions de vie et les conditions de bien-être au travail, parce qu'il est clair qu'on a une région particulière. Didier, je suis heureux de te retrouver ici, mais j'étais auparavant dans une région où, très clairement, tu ne peux pas imaginer, mais les modes de communication et de déplacement n'ont strictement rien à voir. Parce que quand tu mets 5 minutes pour rejoindre l'hôpital, ici, tu mets plus de 2 heures. Et ça a forcément un impact très très fort
sur les conditions de travail, sur les conditions de prise en charge, sur la qualité des soins qu'on rend, parce que quand on s'est déjà tapé 2 heures de transport avant de prendre son poste, c'est pas tout à fait la même chose que quand on a pris que 5 minutes. Donc je pense que ça, il faut qu'on l'intègre. Aujourd'hui, c'est pas forcément intégré et on doit vraiment le travailler. Et par ailleurs, selon qu'on se trouve dans Paris, en petite couronne ou en grande couronne, c'est pas les mêmes problématiques. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonner non plus de manière globale région Île-de-France. Les problématiques sont très différentes. On a un sujet qui est sur la table aujourd'hui, le doyen Rioux est là, Pierre Charestan est là, il est juste devant moi, qui est celui de la répartition des internes sur notre région. On a un problème. Voilà. Un problème compliqué qui va nécessiter que collectivement on travaille sur des solutions un peu nouvelles. Mais c'est avec les internes, c'est avec les professeurs, c'est avec les docteurs, c'est avec tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agence qui, toute seule, depuis son bureau au 35 rue de la Gare, va pouvoir solutionner le problème. Sinon, ça aurait dû être fait. Ou alors c'est que vraiment nous sommes mauvais, peut-être. Mais je pense que c'est un travail collectif. Et je pense qu'il y a des solutions. On doit pouvoir innover en la matière. Ça va être le deuxième sujet de la table ronde. Mais y compris sur l'aspect formation, organisation, etc. Il y a plein d'innovations qui sont possibles. Moi, j'ai retenu, professeur, ce que vous disiez sur la visio-prescription. Ben oui, il faut qu'on y aille. Parce qu'effectivement, c'est quand même bizarre que en médecine, de temps en temps, on a l'impression qu'on n'utilise pas les nouveaux moyens qui existent, qui ne sont pas si nouveaux que ça. Parce que ça fait maintenant 10 ans que tout le monde les utilise. Voilà. Donc on voit bien qu'on a à aller là-dessus. Et le rôle de l'ARS, moi je rebondis sur les propos du docteur Prudhomme, c'est de vous accompagner, de vous aider. Il y a des moyens financiers qui existent, voilà, donc il faut savoir les saisir. Et on a la liberté aujourd'hui d'entreprendre. Ce que nous demande la ministre, ce que nous demande le gouvernement, c'est de faire remonter du terrain des expériences. C'est pas de tout cadrer depuis le niveau national. On a beaucoup contesté jusqu'à présent que tout venait d'en haut et que ça ne prenait jamais en compte ce qui se faisait en bas. Et même quand vous lisez le rapport du député Meignet, c'est ça. C'est de partir des initiatives de terrain. Les soins non programmés, c'est pas les mêmes que vous soyez à Longjumeau, que vous soyez à Bobigny ou que vous soyez à Houdan. C'est pas du tout la même chose. Et pour autant, il y a besoin de répondre à la demande de la population. Donc on doit, avec vous, construire des modèles selon les cas, en fonction des forces présentes. Et vraiment, je pense que là, on a un gros boulot sur les ressources humaines en santé. Bonne pause, à tout à l'heure.